bonjour à vous tous, mais je suis ravie de vous revoir. Vous savez, Eternal Sunshine est né il y a 1 an et demi avec ce concept que vous connaissez bien, qui est vraiment d'être dans l'optimisme, hein. On n'est pas là à fermer les yeux, il faut aussi faire face à ce qui se passe. Mais l'idée, au contraire, c'est de rassembler et de montrer aussi des personnes qui vont de l'avant, qui se bougent, qui rassemblent, qui fédèrent. Voilà l'idée, vous savez, d'Eternal Sunshine. Et là, on a une édition spéciale pour vous, puisque on a lancé une invitation aux candidats des municipales de Tours. Écoutez, on est ravis, puisque bien ils ont tous répondu. Et nous avons donc notre premier invité, Benoît Pierre, merci. Merci pour votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous. Eh bien, écoutez, nous aussi, parce que c'est vrai que bien là, on est quand même sur un virage assez incroyable pour les Tourangeaux, Tourangelles, puisque c'est en effet les dimanches 15 et 22 mars prochains qu'ils vont aller dans l'Isoloir et choisir leur future maire. Alors vous êtes donc là candidat. Là, vous avez-vous en fait l'envie de porter une liste et un programme aux Tourangeaux. Cette liste s'appelle... C'est votre tour. C'est votre tour. Alors, pourquoi vous avez pensé à ce titre déjà, c'est votre tour? Eh bien, pour la petite histoire, ça s'est fait avec mes enfants. Oui. On était en train de jouer et ils me disent « Papa, c'est à ton tour ». Et j'ai dit « Mais non, c'est à votre tour ». Et je leur ai dit « C'est bon, j'ai le slogan ». Vous avez eu votre déclic? Exactement. Eh bien, écoutez, déjà, c'est bien de savoir en effet que votre famille fait partie prenante aussi de ce parcours-là, cette dernière ligne droite que vous allez vivre, à fédérer autour de vous les Tourangeaux. Alors, à votre tour, donc là, vous avez, une liste qui est plutôt donc la République En Marche, c'est ça? Alors, je suis investi par la République En Marche, j'ai le soutien aussi du MoDem. Et c'est une liste qui ne contient pas que des gens du MoDem et de la République En Marche. C'est à peu près un tiers de la liste, le reste étant des gens qui viennent d'horizons politiques très, très différents, de la gauche jusqu'à la droite, en passant par le centre, centre-gauche, centre-droit, et aussi des écologistes. Et puis, j'ai beaucoup de personnes, un peu plus de 50%, qui viennent de la société civile, qui n'ont pas eu d'engagement politique, même s'ils ont une sensibilité politique, qui recouvre à peu près les mêmes d'ailleurs variations de ce paysage politique, mais qui décident de s'engager pour la première fois. Alors pour les primo-engagés, c'est beaucoup plus important puisqu'on arrive à 75% de la liste. Moi, le premier, puisque j'ai pu avoir un mandat dans le cadre, et j'ai un mandat actuellement dans un cadre universitaire, mais pas au niveau territorial et pas au niveau municipal, ni au niveau politique, quel qu'il soit. Tout à fait. Écoutez, ça tombe bien, puisque c'est vrai que je voulais revenir sur ce que vous avez, vous, mené comme parcours, avant d'aller vraiment sur aussi cette motivation de vous présenter en tant que maire. Alors, j'ai donc vu que vous aviez 51 ans. C'est bien ça, je me trompe pas? Exactement. Vous êtes agrégé et docteur en histoire. Exactement. Vous avez donc enseignez à l'université de Tours et vous êtes doyen du Centre d'études supérieures sur la Renaissance. Et puis, vous avez également donc créé, grâce à cela, aussi un programme de recherche autour du patrimoine avec un incubateur régional qui est donc dédié au tourisme. Donc là, on pressent déjà un homme qui est passionné en fait de l'histoire, du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à aller déjà sur cette première voie de l'enseignement et de l'histoire? Alors ça s'est fait peut-être un peu par hasard au fil de ma formation. Oui. Je viens d'un milieu qui n'a pas connu les études, puisque mes parents sont exploitants agricoles et toute ma famille, j'ai une partie de ma famille aussi qui vient plutôt d'une lignée de bouchers, charcutiers et d'agriculteurs. Et donc la promotion républicaine est quelque chose qui était très important chez nous, dans ma famille. Et mon père nous a toujours poussé, ma mère aussi, à faire des études. Et il est vrai que j'ai toujours aimé ça. Je le dis, et sans chercher à retracer ou à refaire une histoire de mon histoire, mais je viens d'un milieu qui est un milieu du village, donc j'aime aussi ce travail manuel, puisque j'ai beaucoup aidé, nous avons avec mes frères, j'ai 3 frères, beaucoup aidé mes parents dans cette aventure agricole, voilà, parce que c'est un travail qui en général associe les membres de la famille, et un travail intellectuel aussi qui pour moi, vous savez, dans agriculture, il y a
agri, et puis il y a culture. Donc le terroir, en fait, terroir, dans toutes ses dimensions. le terroir, la vie du village, la proximité, ce sont des mots qui me sont chers et qui aujourd'hui sont des lignes aussi directrices dans mon engagement, qui est l'engagement municipal. Donc un primo-engagement à plus de 51 ans. Quand on me dit que je suis aujourd'hui un politicien, je souris doucement, puisque ce parcours est en fait un parcours qui m'a amené à voyager dans le monde pour faire ses études, à Florence, aux États-Unis aussi, et qui m'a amené à faire pas mal de choses aussi de ce point de vue-là. Et puis à enseigner en zone d'éducation prioritaire en Île-de-France, dans des lieux extrêmement difficiles. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, cette expérience directe avec donc, les jeunes de quartier? Extraordinaire. J'étais à La Courneuve, j'ai fait aussi un service civil pour mon service militaire à Massy-Palaiseau, où j'ai d'ailleurs monté tout un programme d'éducation à partir d'une bibliothèque de lecture, d'une classe de lecture, où j'ai aidé à monter cette classe de lecture, et aussi à travers le sport, puisque j'ai fait beaucoup de sport dans ma prime jeunesse et dans ma jeunesse. J'en fais toujours un petit peu, mais beaucoup moins. J'ai été un sportif, on peut considérer un sportif de haut niveau. J'ai fait du football en championnat de France et de la boxe aussi. Bravo. J'ai voulu en faire un métier, pour être tout à fait clair, mais encore une fois, les études ont toujours primé, en fait, par nécessité un peu familiale, par envie aussi, et par engagement dans ces études. C'était une mission que j'avais aussi familiale de poursuivre ces études, et j'ai toujours cherché à faire énormément de choses. J'ai fait de l'histoire, mais j'ai fait de la science politique aussi, j'ai fait des sciences sociales, de la sociologie, enfin bref, je me passionne pour beaucoup de choses, et après tout, l'itinéraire vers une agrégation aurait pu être bien autre chose, puisque j'ai eu aussi d'autres propositions à certains moments. J'ai moi-même voulu faire aussi d'autres choses, et aujourd'hui, cette pluralité-là, elle se retrouve dans un engagement qui est un engagement municipal. Elle se retrouve aussi dans un engagement qui est un engagement dans la cité, et via l'université, et aussi à travers des missions qui sont plus tout à fait celles exclusivement de l'enseignant-chercheur, mais aussi du créateur, effectivement, d'entreprises en vue de la formation. Et pour nos étudiants, en tant que doyen, je me dois, et je m'impose cette sensibilité, et je m'impose aussi cette obligation de créer, d'ouvrir des voies qui permettent la professionnalisation. Très bien. Écoutez, vous savez, j'ai un ami, en fait, sur cette première partie, c'était l'idée vraiment de vous découvrir un peu plus. Et il me dit, oh là, ça serait super qu'en fait, on baptise mais t'es qui vous? Parce que c'est vrai que souvent, quand on se retrouve en fait face à un politique, je ne sais pas si vous avez vu le film Alice et le maire, avec Fabrice Lucchini. Non, je n'ai pas vu, je connais, mais je n'ai pas vu. Je vous l'invite à regarder, c'est très inspirant, parce que c'est vraiment le rapport entre la politique et la philosophie. Et donc, en effet, je me suis permise de dire, mais t'es qui vous? Parce que c'est vrai que l'idée de montrer aussi que vous êtes aussi un homme, alors c'est pour ça qu'on a en fait un objet qu'on vous a demandé d'apporter. Est-ce que vous pouvez nous le faire découvrir? Alors, c'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, relu, repris, sur lequel je le présente aussi à la caméra. Donc c'est Tours, métamorphose d'une ville. Alors pourquoi ce livre? D'abord parce que c'est un livre. Est-ce qu'on le voit? Voilà, comme ça. Là, super. Voilà. Oui. On va mettre comme ça. Alors c'est une découverte pour moi, je ne connais pas, vous allez me dire. C'est une anthologie de Tours, sur l'histoire de l'urbanisme à Tours. C'est un livre, à mon sens, de référence sur Tours. Il faut absolument le lire pour comprendre Tours aujourd'hui et son hétérogénéité, ce qui fait aussi son charme. Alors d'abord, je l'ai choisi parce que c'est un livre. Et pour moi, le livre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est agri-culture, est pour moi constitutif de ce que je suis. Je me suis développé intellectuellement, personnellement à travers le livre. On avait peu de livres chez moi, mais je demandais à ce qu'on en achète beaucoup, et ma mère a toujours pris le soin de le faire. Et c'est vrai que la lecture a été pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, de pouvoir recréer un imaginaire. Pour finir vraiment sur votre portrait, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Parce que vous savez que, point de départ, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et j'aimerais bien avoir en fait au moins quelque chose qui pour vous est important et qui vient même en fait être un atout pour être future mère. Est-ce que vous pourriez nous me dire
ce qui fait que vous êtes en alliance avec vous-même et que vous vous sentez aligné avec vous-même? Je dirais 2 choses, la force de travail, D'accord. et parfois même j'essaie de me limiter parce que c'est sans fin. Donc une force de travail et une détermination à toute Oui. épreuve. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous allons enchaîner, Guillaume et puis Bruno à la technique, qui vont en fait vous faire passer des tourangeaux qui ont voulu nous parler aussi de leur attachement à la ville et surtout de s'ils étaient maires, qu'est-ce qu'ils feraient? Bonjour Patrick, Bonjour Johan. nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au maire, au futur maire Tourangeau sur le logement? J'aurais envie de lui demander de m'inviter à mettre le paquet, vraiment, et le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, puisque ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferais, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerais aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement? Alors compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile
et les transports en commun. Vous avez en effet là pu entendre à la fois un citoyen qui était très sensible à l'éco-rénovation, au fait d'aller vraiment ressortir ces maisons passoires, parce que c'est aussi un vivier, comme il disait, d'emploi, mais aussi de santé. Il y a un vrai enjeu de santé derrière. On a entendu aussi une personne, donc une habitante du quartier des Fontaines, qui est membre, présidente de l'association des habitants. On sent qu'il y a là en fait un sujet qui est plus autour de la sécurité, de la propreté. La commerçante qui est aussi présidente des vitrines de Tours, qui a en effet montré qu'il y avait là un attachement des Tourangeaux en fait au commerce de proximité, mais avec des problématiques qui sont aussi de cette spirale internet, des grands centres commerciaux qui environnent aussi la ville de Tours. Et puis le dernier, en effet, on voit bien que l'étudiant pointe sur la mobilité, entre autres donc Fil Bleu. Sur ces 4 témoignages, spontanément, lequel déjà vous souhaitez rebondir, sur lequel vous aimeriez rebondir? J'aimerais bien rebondir sur les 4, puisque j'ai pu rencontrer toutes les institutions qui ont été mentionnées pour 3 d'entre elles. Et par ailleurs, tous les sujets sont aujourd'hui traités dans notre programme, et nous, à toutes ces questions, ces interrogations ou ces demandes, eh bien, nous y répondons à travers le programme. Alors comment? Parce qu'en fait, vous avez... comment vous avez procédé d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu une participation, une demande de participation active des Tourangeaux pour la réflexion de votre programme? L'intégralité du programme a été sur une base de la participation. Nous avons fait un questionnaire avec des dizaines de milliers de réponses. On a travaillé pendant 2 années de travail très intense. Nous avons ensuite, j'ai décidé parallèlement de créer moi-même une association qui était une association à but citoyenne, le Club citoyen d'innovation, où nous avons pu échanger, et notamment avec les vitrines de Tours. Elles sont venues nous faire des présentations et notamment poser des problématiques et des questionnements aussi, puis aussi des propositions et des solutions. Et nous avons ensuite monté 14 ateliers thématiques, et ont participé à ces ateliers 200 personnes. Parfois ces ateliers étaient ouverts, parfois fermés. Et donc 2 ans de co-construction et de co-participation très intense, et dès qu'on avait l'occasion de le faire, voilà. Et on continue cette démarche depuis la campagne, depuis l'ouverture officielle de la campagne le 1er septembre dernier. Et puis nous souhaitons, et c'est la première mesure que je propose dans le programme, eh bien que cette méthodologie-là soit inscrite dans un nouveau contrat démocratique municipal avec les citoyennes et les citoyens qui nous demandent aujourd'hui d'être dans le processus délibératif, d'être dans le processus de participation. Attention, je le dis. Ils sont entendus, écoutés, mais entendus vraiment écoutés et entendus, bien sûr. Si c'est juste de l'écoute en disant oui, bien sûr, et faire des promesses, ça ne va pas. Donc, sachant aussi qu'il faut, parfois, à un individu, il y a une opinion, donc il faut aussi arriver à dégager une forme de consensus, ou du moins une majorité. Et c'est là où je propose donc des commissions extra-municipales qui vont avoir pour objet et pour finalité de faire le lien entre des structures de quartier type comité de quartier et le conseil municipal. Je le rappelle, le conseil municipal, c'est le produit d'une démocratie qui est représentative, et je tiens autant à la démocratie participative et délibérative qu'à la démocratie représentative, qui aujourd'hui est un peu contestée, voire même par certaines minorités extrêmes, complètement décriée. On veut remettre en cause la démocratie, mais sans démocratie représentative, sans élus, sans mandat, il n'y a plus de démocratie, à mon sens, qui tient. Donc, pour revenir à toutes ces questions qui ont été posées, sur ces différents sujets. Prendre la dernière sur le commerce de proximité, nous proposons justement cette communication pour permettre à ce commerce du centre, 2000 commerces, près de 8000 à 9000 personnes qui sont impliquées, eh bien, d'être toujours dans cette vitalité-là. Et on voit que ça décline un peu depuis quelques temps. On est beaucoup en relation avec les commerçants, et on a ce retour. Donc, on propose par exemple une grande braderie sur 2 jours. On propose de promouvoir aussi ce commerce de proximité continuellement. J'entrevois d'ailleurs la fonction de maire comme une fonction qui est une fonction de médiation. Et je vais laisser en fait Johan qui a souhaité en fait vous questionner sur le budget, parce que il faut de l'ambition.
mais il y a aussi en effet cette question budgétaire et d'arriver en effet à avoir une ville qui ne s'endette moins en moins. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive ? Alors, comme on a pu entendre là, Johan, en effet, bon, la ville de Tours aujourd'hui est à la 18e position des villes endettées avec 2 880 € de dette par habitant. Donc, la question de Johan, comme vous l'avez entendu, c'est comment allez-vous gérer cette dette tout en continuant à rendre votre ville attractive ? Puisque c'est quand même un enjeu aussi. C'est un très gros défi. Je tiens à le préciser. En plus, on s'en impose un autre, c'est qu'on le fera sans augmenter les impôts, contrairement à l'actuelle majorité qui l'a fait en 2015 et assez récemment en augmentant les impôts, quelques impôts et des taxes. Donc on le fera à impôts et taxes constants. Comment va-t-on faire ? D'abord, nous avons la chance aujourd'hui d'arriver avec des taux d'intérêt qui sont relativement bas, donc il faudra renégocier ce qu'on appelle l'étalement de la dette. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, ce qui explique que notre ville aujourd'hui soit si mal classée dans l'ensemble, les dernières du classement. Le classement général, c'est 20. C'est le 20e, la 20e position des grandes villes de France, les villes métropoles. Tout simplement en allant aussi chercher des fonds, pas des subventions, mais des financements, des financements sur projet. On en a au niveau de l'Europe, au niveau de l'État français, au niveau de la région, par exemple. Moi, dans un cadre professionnel, j'ai été amené à aller chercher ces financements pour mon université, parfois d'ailleurs en lien avec des collectivités territoriales. Et donc, en créant une cellule qui va être dédiée, d'ingénierie, qui va être dédiée pour aller chercher ces financements. Les autres grandes villes qui sont devant nous, parfois avec des endettements équivalents aux nôtres, je prends l'exemple de Mulhouse, qui est 8e dans le classement, eh bien, ont été en capacité d'aller chercher ces financements. Je m'engage à aller les chercher et à créer cette dynamique que nous n'avons absolument pas aujourd'hui sur notre territoire. Mais quand je dis absolument pas, c'est zéro. Il n'y a aucun financement, quasiment, ou quelques centaines, dizaines de milliers d'euros, mais pas plus. C'est une obligation aujourd'hui dans le mode par projet. J'aime bien, je dis souvent qu'on a une majorité de projets dans notre collectif, eh bien, de mettre en place cela en fonction d'une envie de territoire. Et la plupart de ces projets sont souvent partenariat public-privé. Vous avez par exemple le plan d'investissement d'avenir à 30 milliards d'euros depuis 15 ans, environ une bonne dizaine d'années en tous les cas. La ville de Tours n'a quasiment rien gagné, sauf dans le cadre de l'université, en partenariat justement avec du privé, du public, du parapublic. La ville de Tours, elle, c'est zéro. La métropole, c'est aujourd'hui zéro. Donc il faut absolument aller chercher ces fonds. C'est ce qui nous distingue d'Angers, de Nantes, de Bordeaux, de villes plus importantes. Donc ça, pour moi, c'est vital. Donc c'est à la fois de réduire le coût de la dette et le service de la dette pour qu'il y ait moins cette pression. La capacité d'investissement de la ville de Tours, c'est autour de 30 millions d'euros, entre 25 et 30, et il y aura le mur de la dette qui va arriver en 2021-2022 qui va largement baisser cette capacité d'investissement. Nous en avons au niveau de la métropole, donc nous irons aussi avec les autres villes pour des projets qui sont des projets transversaux, eh bien, chercher ces investissements et pouvoir les intégrer dans notre planification et stratégie aussi de territoire et de ville. Et donc réduction aussi de la dette par la renégociation de cette dette. D'accord, très bien. Écoutez, on va faire donc une dernière. C'est la dernière rubrique, je vois l'heure. Eh bien, on va pas. En même temps, vous avez bien pu quand même aborder différents sujets, parce qu'on avait notre tirage au sort. Mais je pense que le tirage au sort, il va être trop court, à moins que vous vouliez quand même vous prêter au jeu, mais alors ça sera à 1 minute. Top chrono, c'est comme vous voulez. Je peux le faire si vous voulez, 1 minute. Mais... Allez-y, si vous donc voulez. Juste, c'est la... Alors là, c'est les publics. Là, vous avez les items. Il faut que je croise les deux. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir, par exemple, celui-ci. Les habitants issus des quartiers prioritaires. Alors, je ne suis pas déçu parce que pour moi, c'est vital et pour notre équipe dans le programme. La politique, justement, de ces quartiers, c'est essentiel. Et quel enjeu, en fait? Est-ce que déjà, pour vous, parce qu'il y en a différents, la sécurité, il y a l'emploi, il y a la formation, il y a la lutte aussi, la mixité. Si là, en si peu de temps que nous avons, quelle serait en fait la thématique que vous aimeriez là aborder? Pour ces habitants, particulièrement, c'est la question aujourd'hui du chômage,
qui se posent dans ces il y en a 4 quartiers, la politique de la ville, et bien sûr donc l'emploi. Je me suis engagé avec mon équipe dans le programme. Nous avions nous-mêmes fait le même type de proposition, mais il y a une expérience qui est tout ce qui concerne l'expérimentation sur le chômage de longue durée. Donc on s'est engagé récemment, publiquement, justement, pour favoriser, pour réduire ce chômage de longue durée et donc développer l'emploi, et notamment sur le quartier du Sanitas. D'accord. Allez, un dernier. Donc là, c'est sur les items. L'attractivité de la ville, alors ça, tout doit tendre vers l'attractivité de la ville. Elle passe par quoi alors? Elle passe par une ville verte, 100% verte, une ville tournée à l'international, une ville inclusive, une ville coopérative, innovante. Qu'elle serait pour vous, en fait, quand on parle d'attractivité, c'est aussi porter vraiment une posture de la ville, comme on peut voir sur d'autres. Quel serait pour vous l'angle, pour le coup? C'est multifactoriel, je veux dire, c'est tout ce que vous venez de dire, ça constitue une raison d'attractivité. Pour vous? Bien sûr, l'activité économique, le tourisme aussi, le fait que des gens de l'extérieur ont envie de venir d'abord voir notre ville, et parce qu'ils l'apprécient, ils ont envie aussi de venir éventuellement s'y installer par la suite. Donc, quelle personnalité vous aimeriez mettre sur la ville de Tours? Parce que c'est vrai que la ville de Tours a une richesse incroyable entre sa Loire, son vin, il y a sa culture, il y a énormément de belles choses pour Tours. Mais Tours est souvent vue comme une ville endormie parce qu'en fait, je pense qu'elle manque peut-être de personnalité, d'affirmation, de ses qualités. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, oui, la culture et la nature, et notamment l'espace ligérien qui est à la fois naturel et culturel. Le mot de porte d'entrée du Val-de-Loire, pour moi, était un mot très très fort qui a été un peu galvaudé récemment. Et cette porte d'entrée, il faut faire attention qu'elle ne soit pas une porte de sortie. Donc d'attirer pour que les gens aient envie de venir, de rester. Aujourd'hui, un touriste ne reste pas plus d'une journée en moyenne à Tours. Donc c'est un peu un inconvénient. Donc ça veut dire que c'est juste une voie de transit pour lui, ou un passage, et un passage qui n'est pas totalement marquant. Et qui ne constitue pas une forme identitaire pour lui ou mémorielle, donc qu'il va retenir. Donc il faut absolument, on prend la cathédrale de Saint-Gatien, qui est le premier monument visité, c'est juste 100 000 par rapport à d'autres, je pense à celle de Bourges ou de Chartres. Bon, c'est pas le même type de monument, mais malgré tout, on a ici un potentiel énorme qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Je suis obligée de vous couper. 1 minute pour convaincre. Vous savez, c'est un exercice qui est terrible, mais vous nous avez dit oui, donc on vous remercie. 1 minute peut-être pour dire quelque chose au Tourangeau, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez en fait leur dire là pour ce dernier mot de la radio. Alors leur dire que si je m'engage dans cette aventure à plus de 50 ans, c'est parce que je crois, et par rapport à ce que je suis, par rapport à mon itinéraire, je crois fondamentalement qu'un maire doit être un maire de la proximité, qu'il doit être un maire de l'écoute et du dialogue. C'est quelque chose dont j'ai fait un des mots-clés de la campagne au départ, dans la méthodologie, dans la communication aussi de cette méthodologie, et dans l'appropriation de cet engagement. Et c'est ce qui a fait aussi ce collectif que nous avons réussi à créer en très peu de temps. Et donc pourquoi être un maire de la proximité, du dialogue et de l'écoute? Eh bien, pour construire ensemble, je dis bien, donc c'est vraiment en fait cette idée de collectif, de participatif qui pour une ambition, ambition très forte, pour construire une ville plus forte, une ville plus juste et une ville plus sûre, qui sont les 3 thèmes aujourd'hui que nous avons reçus des habitants et des habitantes. Ils veulent plus de sûreté, ils veulent plus d'attractivité, donc de force, de dynamisme de cette ville. Un dynamisme maintenant, mais un dynamisme dans la durée, la durabilité de la ville. Et puis, bien sûr, la justice. Et vous l'avez compris, à travers la question que je viens de tirer aussi sur les quartiers défavorisés, eh bien, une plus grande justice, une plus grande équité également en interne, une ville qui accompagne et qui protège aussi en même temps. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Benoît Pierre, pour cette spontanéité d'échange. Je remercie Guillaume, je remercie Bruno à la technique, ainsi que Johan pour la rédaction. Et puis, écoutez, à très vite. Merci, au revoir.